Bonsoir à tous. Ai-je compris à ce moment-là que l'incendie désormais était en nous, dans nos reins et nos cœurs, ses ailes ardentes, éclairant tout à sa façon anarchique sur le point de tout dévaster. Extrait de Cartographie d'un feu, le dernier roman de Nathalie Desmoulins, qui est l'invitée de LCR ce soir. Voilà, Nathalie Desmoulins, bonsoir. Bonsoir. On est ravis de vous avoir. Merci d'avoir fait le voyage par ce temps, par cette neige. Ceci dit, la neige ne vous fait pas peur. Vous êtes né à Besançon, on va en parler. Dans le Jura, il neige souvent. D'ailleurs, en ce moment, à mon avis, ça doit être tout blanc. Il neige souvent, oui. Ça doit être tout blanc, là, pour l'instant. C'est normal, il faut qu'il neige, sinon c'est triste. Oui. Vous aimez la neige? Oui, j'aime la neige, j'aime son énergie, l'électricité qu'il y a dans l'air. Il y a quelque chose qui est extrêmement dynamisant dans la neige. C'est marrant que vous disiez ça, et en même temps, ça ne m'étonne pas. Je vous demande si vous aimez la neige, vous me parlez d'électricité qui est dans la neige. On n'est pas loin de Cartographie d'un feu. Est-ce que vous préférez la neige ou le feu, ou finalement c'est un peu pareil? Le feu, je crois que c'est mon élément. C'est les couleurs que j'aime, ce sont des couleurs de feu. Ouais. Je trouve que c'est l'énergie de la création, on l'assimile à l'énergie du feu. Mm-hmm. Mais la neige, c'est un élément dans lequel on entre, dans lequel on se perd. La neige, c'est l'enfance. Les bruits sont étouffés aussi quand même dans la neige. Les bruits sont étouffés, oui, il y a beaucoup de secrets. Oui, mais il y a quelque chose qui circule différemment. La neige, on s'y fond, on s'y perd, on s'y roule, on joue avec. Ouais. C'est beau la neige. Ouais, c'est beau la neige. Parfois, ça peut être dramatique aussi. Il se passe des histoires. Moi, je me souviens de ce qui m'avait marqué aussi dans le film Anatomie d'une chute. Vous l'avez peut-être vu. Non, je l'ai manqué. Ah, vous l'avez manqué. Je vous le conseille vraiment. Oui. Parce que toute la première partie du film se situe dans la neige, dans un chalet dans la neige. Et on voit que ça peut être dramatique aussi, mais au sens profond du terme. Tout est étrange dans votre livre, je trouve, comme la neige qui prend feu. Le titre, d'ailleurs, Cartographie d'un feu. J'ai l'impression que ça ne se cartographie pas, un feu. C'est complètement paradoxal. Ça part dans tous les sens, un feu, normalement. D'abord, un incendie, souvent, c'est quand même, on espère, maîtriser assez vite. Là, c'est un incendie qui va durer longtemps, qui se prolonge tout le temps du roman, qui se déroule sur 4-5 jours. Le temps de cet incendie. Mais en même temps, cet incendie, il redéfinit le lieu dans lequel se situe ce roman, qui est un lieu fictif, une ville qui s'appelle Cuisance, qui est au fond d'une cluse, donc dans une gorge très encaissée. Et le feu, en fait, environne la ville, qui est dans ce cercle de feu, dans ce cercle de flammes, dans ce cercle infernal. Mais c'est un incendie qui a presque une vocation démiurgique, c'est-à-dire qu'il révèle des choses, il recompose les relations entre les gens. Ouais. Il a presque une intention, ce feu. C'est un personnage à part entière du livre. Ouais. C'est peut-être même le principal, je dirais, non? C'est pas faux. C'est peut-être effectivement cet incendie qui colore la totalité du livre et qui, peu à peu, est intériorisé, comme le disait l'extrait que vous avez cité au début, à l'intérieur des personnages. C'est-à-dire que ce feu devient un feu intérieur, un feu qui dévore les relations, un feu à la fois fécond et inquiétant. Ouais. On va parler de ces personnages, justement. Et dans les personnages, il y a une chose qui n'est pas un personnage, c'est une maison qui est aussi très importante parce qu'elle est liée effectivement à un passé, à des personnages qui soit ne sont plus là, soit sont encore là mais sont porteurs de secrets ou de passés douloureux. On suit Jason Sangor. Alors c'est assez rare quand même, je trouve. Vous êtes éditrice, vous allez me dire si je me trompe, mais qu'une autrice
écrivent au nom d'un homme, vous voyez ce que je veux dire? Absolument, c'est un livre d'homme né d'une femme. Ouais, ça m'a absolument. surpris, il n'y en a pas tant que ça en fait. Non, mais j'avais vraiment pas du tout, c'était pas du tout possible d'incarner cette histoire au féminin. Je ne sais pas pourquoi, parce que dans mes précédents... Vous auriez pu prendre Carole, par exemple, qui est son épouse. Ça aurait été un livre mais complètement différent. Je crois, oui. Mais ça a beaucoup inquiété mon fils, qui est un jeune homme, quand il a un des premiers lecteurs du livre. Il m'a dit le personnage, le narrateur, c'est un homme. Ouais. Et il était content parce qu'il a trouvé que c'était juste. Il a trouvé que ce personnage masculin était vrai, était sincère. Ouais. Bon, après, je suis une autrice de fiction, même quand mes personnages, mes narrateurs sont des femmes. Ce sont des personnages qui sont loin de moi, qu'il faut aussi imaginer. Ça me plaisait, ce Jason. Ouais. J'étais bien avec lui, je l'aime beaucoup. Parce que non seulement c'est un homme, mais en plus, je ne dis pas que c'est un mâle alpha, etc., mais c'est quand même un fils de sportif. De sportive. De sportive, oui, oui. En tout cas, ses parents se sont rencontrés à Sapporo. Ça, c'était les Jeux Olympiques d'hiver en 1972, 72, comme on dit ici. Oui. Sa mère était une grande sportive japonaise d'ailleurs, et puis elle n'a pas pu réaliser son rêve. Elle a toujours rêvé pour son fils qu'il devienne lui un grand sportif. C'est une mère qui est terrible parce qu'elle est extrêmement exigeante. Elle veut que ses enfants soient des champions. Elle n'a pas réussi à monter sur le podium aux Olympiades, mais elle veut que Jason, comme son petit frère Jonas, il a un petit frère, ils soient des champions olympiques. Du combiné nordique, et donc elle dresse d'une certaine manière ses fils avec une dureté, une exigence, quelque chose d'implacable. Elle va mourir avant qu'ils deviennent des champions, et ils ne deviendront d'ailleurs jamais des champions, mais donc il y a dans ce personnage de Jason le désir, le vœu de la mère d'en faire quelqu'un d'exceptionnel, et lui, il n'est pas à la hauteur de ce désir. Non. Et c'est un homme qui est très empêché. En réalité. Ça le ronge, en fait. Ça le dévore parce que il a à la fois le désir qu'il n'a pas comblé, le désir de sa mère, il y a l'ambition aussi de son père, et lui, il n'a jamais refusé cette double ambition, il n'a jamais affirmé son propre désir, et il est pris au piège de ce couple parental, de ce père et de cette mère qui sont très puissants, qui ont des exigences. Et lui, voilà, il est l'héritier de quelque chose, il est l'héritier d'un désir, il est l'héritier de lignée. C'est une famille particulière. On pourrait dire, aujourd'hui, c'est un mot à la mode, une famille dysfonctionnelle. Alors, je ne sais pas s'il y a des familles qui sont vraiment fonctionnelles. C'est horrible, ce serait horrible comme mot. Tiens, voilà une famille fonctionnelle. Mais c'est une famille terrible, parce qu'il y a des volontés terribles, et puis il y a aussi des histoires terribles dans le passé, des tragédies qui sont aussi des tragédies collectives. Oui. Celle de la Grande Guerre, celle d'une guerre beaucoup plus lointaine, qu'est la guerre de la conquête de la Franche-Comté par la France, qui a été une guerre absolument effroyable au XVIIe siècle. Donc il est à l'issue d'une lignée où il y a des tragédies qui ont marqué les gens, qui le marquent lui aussi. Il est le fruit de tout ça, et c'est douloureux, c'est compliqué. Un des atouts de ce roman aussi, et je l'ai dit en début d'émission, vous êtes né à Besançon, c'est nous faire découvrir à nous lecteurs ou lectrices le Jura, l'histoire du Jura, même à travers ses peintres, etc. C'était une volonté aussi de faire un petit éclairage là-dessus. Ceci dit, moi je trouve que ces paysages sont assez incroyables. Je les avais découverts grâce à Pierrick Bailly, peut-être que vous connaissez cet auteur, qui écrit aussi sur le Jura. Tout à fait, oui. Et je me disais, en lisant votre livre, mon Dieu, cette région porte quelque chose à la fois de tragique, de fantastique, de réconfortant aussi parfois en elle. C'est quoi le Jura pour vous, en fait ? Alors d'abord, le Jura, c'est un mot qui veut dire forêt. C'est un vieux mot gaulois, et c'est une région qui est aussi transfrontalière, puisqu'on est aux confins de la France et de la Suisse, et c'est une région qui s'est souvent affranchie aussi des frontières. Un peu rebelle ou On a... C'est comme les Bretons, ce seraient les Bretons de l'Est ou, Oui, il y a une forme d'indépendance d'esprit,
On est très autonome, il y a beaucoup de solidarité parce que c'est aussi une région dont les conditions climatiques peuvent être difficiles. C'est une région de montagne, c'est une région où on est confronté aux éléments, voilà, à la nature dans le sens le plus beau du terme. C'est une très très belle région, puissante, mais où il y a aussi toute une tradition d'industrie, de création. Et c'est une région que j'aime beaucoup, que je trouve extrêmement belle. Et dans la toponymie, il y a aussi des noms dont je trouve qu'il y a une puissance biblique. On parlait de tout à l'heure Furieuse, par exemple, il y a une rivière qui s'appelle la Furieuse. La Furieuse, la Cuisance. La Cuisance, oui. Tous les noms de ce lieu, enfin j'ai inventé quelque chose, mais avec des noms réels, Chalam, Messia, Cuisance, c'est un mot qui est très très fort. Et tout ça, ça fait aussi vibrer l'imaginaire. On a envie de se transporter dans ce lieu, au moins par la pensée et par l'imagination. Ça nous donne une écriture un peu poétique, je trouve, et un peu fantastique. On est entre les deux, quoi. Il y a quelque chose, on est par là. J'avais envie d'être du côté de l'imagination. Mes deux précédents romans sont très documentés, ils restituent une histoire très précise. Là, je n'avais pas envie d'être prise dans une contrainte qui soit celle-là. Et donc, oui, j'ai laissé libre cours à l'imagination et à une écriture, en effet. Ça marche très poétique. Fort sur la lecture, parce qu'on s'accroche évidemment à certains repères, et puis on se laisse aller aussi. Enfin, c'est envoûtant. Il y a quelque chose d'envoûtant, je trouve, dans ce livre. Voilà, on arrive tout doucement à la fin de l'émission. Je l'ai dit, vous êtes éditrice aussi au Rouergue, notamment pour la collection La Brune. Vous m'avez conseillé un livre de Béatrice Wilmots. Moi, je ne connaissais pas du tout. Alors, c'est un livre qui vient de sortir, que j'aime beaucoup, et... Bon, tant de neige et si peu de pain. On est au début du XXe siècle avec la grande poétesse Marina Tsvetaeva. En 1919-1920, elle est seule à Moscou avec ses deux petites filles. Son mari, Sergueï Effron, s'est engagé dans les armées blanches. On est en pleine guerre civile. Moscou vit dans des conditions absolument terribles, de faim, de froid. Et donc, elle est seule avec ses enfants, peu à peu élevant tout ce qu'elle a pour pouvoir acheter à manger, trouver à manger. Mais en fait, même quand on a un peu d'argent, il n'y a plus rien. Et en fait, à un moment donné, elle va confier ses deux filles à un orphelinat pour qu'on les nourrisse. Très vite, elle va rechercher l'aînée qu'elle adore, Alia, qui est une enfant extraordinairement brillante. Et elle laisse la petite, Irina, qui est une enfant qui avait peut-être des troubles mentaux, ou peut-être elle était autiste. Et la petite Irina va mourir dans cet orphelinat. Et c'est terrible parce que Marina a sauvé la grande, elle a laissé la petite. Et tout le roman, c'est drame, ce questionnement. Et comment est-ce qu'elle a pu laisser mourir Irina dans cet orphelinat ? Très beau texte et question terrible sur la maternité. Merci pour ce conseil avisé d'une éditrice et d'une autrice aussi. On était plutôt dans le blanc avec Béatrice Wilmots. On est dans le rouge de De Noël d'ailleurs. C'est peut-être pour ça que vous êtes chez De Noël, le rouge du feu de Noël. C'est bien trouvé en tout cas. Cartographie d'un feu, on vous le conseille chaudement. Merci beaucoup d'être passé chez nous. Merci beaucoup. Bon retour dans votre région. On se retrouve nous demain avec d'autres invités. Bonsoir.